Bonjour, 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 bonjour. On va laisser quelques secondes à tous de se connecter. Bienvenue à tous à cette masterclass pour la thématique des géosynthétiques. Donc, avant de commencer, j'aimerais en fait souligner, donner quelques indications, quelques points clés. Donc, on a beaucoup de contenu à voir aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions supplémentaires après la masterclass, sachez que ça va être possible de contacter notre équipe, dont Martin. Donc, vous allez avoir toutes les informations pour communiquer avec lui. Aussi, votre avis est très important pour nous. Fait que suivant le webinaire, on a préparé un petit sondage. On apprécierait grandement si vous êtes capable de prendre quelques minutes pour nous donner vos impressions sur le webinaire. De même que si jamais vous souhaitez avoir le certificat de présence, en fait, il va y avoir une option pour demander le certificat après le webinaire. Donc, puis en terminant, gardez un œil sur votre boîte courriel. Demain, on va envoyer une communication avec toute l'information que vous allez voir aujourd'hui, dont les différents outils et puis les lignes pour revoir le webinaire, demander votre attestation, répondre au sondage et puis accéder aux outils qu'on va avoir mis à votre disposition. Donc, sur ça, je vous laisse avec votre présentateur aujourd'hui. C'est Martin Paquet. Bonjour, alors à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette formation ce midi. Donc, Martin Paquette, ingénieur au service technique chez Soleno depuis 12 ans. Donc, je m'occupe principalement région Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, région de Québec, Abitibi-Témiscamingue également. Par contre, pour le côté géosynthétique, ben, j'essaie de donner un petit coup de main là, à mes collègues là, un peu partout là, au Québec. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble. Un petit plan de match là, rapide. Je vais vous introduire évidemment à notre entreprise pour ceux qui sont moins familiers avec Soleno. On va regarder principalement l'ensemble de nos géosynthétiques. On va faire un petit tour du côté des normes, MTQ, BNQ. Ensuite, on va enchaîner avec les produits de spécialité qu'on appelle chez nous. On va regarder certaines certifications. Puis à la fin, comme Benjamin disait, on n'aura peut-être pas le temps pour une période de questions. Je vais me garder du temps. Il y a beaucoup de matière à vous passer ce midi, mais je voulais aussi vous présenter des outils qu'on va vous remettre, mais que je voulais quand même vous présenter. Donc, des accès qu'on va vous donner pour essayer de vous faciliter la tâche là, dans vos spécifications au niveau des géosynthétiques. Alors, Soleno, évidemment, on a fêté notre 45e anniversaire en 2022, au-delà de 500 employés, entité entièrement québécoise, 100% québécoise. Et on a 4 grands secteurs d'activité. On va être présent dans le domaine des quincailleries, de l'agriculture, de la foresterie, et moi, principalement, dans le domaine là, des infrastructures urbaines, donc stationnement, route, l'ensemble des travaux là, en génie civil. 4 unités d'affaires principalement. Soleno tuyaux, donc la gestion des eaux pluviales. Soleno textile, donc l'intérêt pour ce midi. Soleno service, c'est quoi? C'est des équipes qui vont aller sur le chantier pour faire de la réhabilitation de structures existantes dans nos municipalités. Et on a également une usine de recyclage en Mauricie où est-ce qu'on va récupérer, recycler des matières plastiques pour les introduire dans la fabrication de nos conduites en PEHD. Alors, Soleno Textile, c'est notre usine de Laval. On fabrique des géotextiles non tissés dans plusieurs domaines. On parle de génie civil aujourd'hui, mais on travaille également en acoustique, en horticole, en industriel. Et lorsqu'on parle de géotechnique, bien, c'est ce qu'on parle aujourd'hui là, au niveau du génie civil. On va regarder différentes fonctions des géos, soit séparation, filtration des sols, ensuite renforcement, drainage, protection, le contrôle d'érosion, puis la stabilité des sols. Alors, nos géosynthétiques. Avant de commencer, juste faire une petite distinction quand on parle de géomembrane, géotextile, géosynthétique. Les géosynthétiques, c'est l'ensemble des produits. Là-dedans, il y a plusieurs familles ensuite. Les géomembranes, on va parler souvent de géomembrane. L'erreur qu'on fait, c'est qu'un géomembrane, c'est imperméable. Okay? Donc, étanche. Ce qu'on fabrique chez nous, c'est des géotextiles, donc perméables. Deux grandes familles de produits géotextiles, les non tissés, qui sont aiguilletés. On va voir tantôt au niveau du processus de la fabrication. Les géotextiles tissés à bandelettes,
qui vont offrir un bon comportement mécanique, peut-être meilleur que les non tissés, mais par contre plus faible au niveau de la perméabilité. Puis ensuite, un géocomposite, vous aurez compris, c'est fabriqué de au moins deux matériaux différents. Donc, les non tissés, c'est fabriqué de la fibre synthétique, évidemment, qu'on va mettre sous forme de matelas assez épais, puis des processus d'aiguilles qui vont aiguilleter, puncher ce matelas-là pour en faire un petit matelas d'une épaisseur de 5 mm à 1 mm. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus non tissé par procédé d'aiguilletage. Je vous présente ici une petite section de notre usine. C'est la chaîne, la nouvelle ligne de production qui a été inaugurée en 2021. C'est une chaîne qui nous a permis de tripler notre capacité de production là, à partir de 2021. Donc, c'est toutes les étapes d'alimentation des fibres, de mise en place et le multicouche qui est ensuite aiguilleté pour finir avec un produit, comme je vous disais, de moins de 5 mm d'épaisseur. Au niveau fonction, j'aime ça diviser un peu en deux grands secteurs, si on veut, les différentes fonctions. On va avoir le côté hydraulique et le côté mécanique qu'on va regarder. Et là, je vous présente une fiche technique. Je ne veux pas passer beaucoup de temps sur les fiches techniques. C'est pour vous montrer un peu de quelle manière lire une fiche par rapport au géotextile. On va avoir les deux grandes catégories que je vous parlais, hein, côté mécanique et hydraulique. Côté mécanique, on va regarder souvent la résistance à la traction, la résistance à la déchirure, puis le poinçonnement. Le poinçonnement, c'est intéressant. Exemple, si on a de la roche qui vient s'accoter, s'appuyer sur un géo, bon, les risques de déchirure, les risques de poinçonnement, c'est un test qui va nous enligner beaucoup là-dessus. Toutes ces valeurs-là sont exprimées en newton. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde ça, bon, 500 newtons, 800 newtons, c'est-tu bon? C'est pas évident à juger. Ce qu'on va se permettre de faire, c'est de comparer deux fiches techniques. Donc, si on vous recevez deux fiches techniques, vous allez pouvoir comparer pour une différence de prix X, à savoir, est-ce que je gagne 20, 30, 50 en force côté mécanique. Donc, c'est ces valeurs-là qui vont nous aider beaucoup à analyser puis comparer des produits différents. Au niveau hydraulique, trois grands facteurs. L'ouverture des filtrations, donc c'est une plage exprimée en microns. Et il y a la perméabilité et la permittivité, qui est peut-être un nouveau terme pour certains, que je vais vous expliquer là, sur la prochaine image. Et évidemment, il y a des dimensions là, en longueur et en épaisseur. Au niveau définition, on entend souvent parler de perméabilité. Donc, je commence avec la définition du bas. Perméabilité, c'est plus attribué à tout ce qui est au sol, en géotechnique. C'est exprimé en centimètres secondes. Puis, dans le temps avant, avec l'habitude, on avait tendance à exprimer la perméabilité au niveau des géos. Pour les géos, on monte en haut, c'est plus exprimé par la permittivité. C'est pas compliqué, c'est uniquement la perméabilité en centimètres secondes, mais divisé sur l'épaisseur du géotextile. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on vient tenir compte justement de l'épaisseur du géo. C'est bien sûr, c'est le fun d'avoir un géotextile, exemple, qui serait très perméable, mais si ce géo-là est très épais, l'infiltration de l'eau à travers le géo ne sont pas plus rapides. Donc, oui, il faut regarder les ouvertures, la perméabilité, mais l'épaisseur aussi du géotextile, donc c'est des centimètres par seconde divisé par des centimètres, une épaisseur, ce qui vous donne l'unité de seconde moins 1 qu'on voit en haut. Donc, c'est la petite notion que je voulais faire entre la différence entre la perméabilité et la permittivité. Et quand on parle de géotextile, maintenant avec le BNQ, c'est beaucoup de notions de permittivité qu'on va regarder. Au niveau de la première fonction, donc pour la filtration des sols, on va vouloir laisser passer l'eau, évidemment, mais en retenant les particules fines. Que ce soit la masse de pierre nette derrière un mur de soutènement ou les tranchées drainantes. Donc, on va avoir, là, je vais vous présenter pour chaque application peut-être deux produits en général, pour ne pas vous présenter toute une gamme complète, là, mais je m'enligne toujours sur deux produits qui vous donnent un bon alignement, un bon guideline, si on veut, là, pour vous situer sur quel type de produit qu'on va aller chercher. Dans ce cas ici, ça va être un produit d'entrée de gamme au niveau des forces mécaniques. TX90, Routex 4 qui correspond aux normes du BNQ pour les tuyaux de drainage. Vous voyez, c'est mince, 0,9, 1 mm. Qu'est-ce qui va influencer le choix? Évidemment, le type de sol environnant,
les risques de colmatage, la granulométrie de la pierre. Est-ce que j'enrobe une pierre 3 cornettes ou j'enrobe une pierre de 100 mm? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est angulaire? Donc, tout ça va influencer le choix de mon géotextile. Deuxième application, toujours en filtration, l'empirement des berges. Donc, toujours la même notion, hein, laisser passer l'eau en retenant les particules fines. On va l'installer à la verticale. On va chevaucher d'environ 300 mm. On va essayer, quand on peut, de se faire une clé d'ancrage dans le haut du talus pour bien venir bloquer notre géotextile. Et encore là, est-ce que je remblais avec une pierre qui est arrondie, qui est ronde, quelle épaisseur? C'est quoi la mise en place? Est-ce que je suis capable de déposer ma pierre sur le géotextile ou si je vais recueillir le camion puis faire débouler les roches jusqu'en bas? Donc, tout ça va venir influencer, on en parlait tantôt au niveau de la fiche technique, les risques de poinçonnement du géotextile. Et tout ça fait qu'on va choisir un géo qui va avoir plus ou moins une bonne épaisseur. Là, je donne des choix dans le bas de géotextile à privilégier. Et tantôt, on parlait de filtration, c'était assez mince comme produit. Là, voyez-vous, on commence à grimper un peu. 2,5, 3,5, 5,8 mm. Donc, on donne des choix de produits TX, 300, 800, 1600, en fonction de la grosseur d'empirement. Donc, plus ou moins en bas de 300, 300, 900, 900, 1 mètre et plus, comme on voit à droite, là, du gros enrochement angulaire. Donc, c'est un géotextile qui est de l'ordre de 5 mm d'épaisseur. Deuxième fonction, au niveau de la séparation. Donc, on va évidemment séparer deux produits, deux matériaux granulaires de granulométrie différentes. On va le voir dans les voies circulaires, on va le voir dans les stationnements, évidemment, toujours utilisé au niveau de la ligne d'infrastructure. On va vouloir empêcher la perte de matériel granulaire, hein, la pénétration. On va vouloir conserver notre sous-fondation, améliorer la compaction de notre première couche. Empêcher la contamination de sous-fondation granulaire, souvent, on commence avec une couche de 300 mm de sable qui a des belles fonctions pour le drainage. Bon, c'est sûr que si les 2-3 premiers pouces se colmatent avec l'argile, le silt qui est en dessous, ben, je perds à ce niveau-là. Tout ça pour réussir à conserver puis se donner les meilleures longévités de nos infrastructures, finalement. Donc, préserver nos couches granulaires des sous-fondations et fondations supérieures. Donc, géotextile privilégié. J'ai monté un petit peu tantôt par rapport au drainage. On parle de 1,0 mm, 1,3 mm. Donc, des fois, les gens vont dire, bon, lequel que je prends? T'sais. Avec ça, ces deux produits-là, on est vraiment pas loin de la réalité. Ces deux produits, vous allez vous dépanner pour faire de la séparation. Si ma première couche est du sable, par exemple, ben, peut-être que je pourrais me contenter du TX 90. Si vous remblayez directement avec une fondation granulaire 0,3 quarts, ben là, je pourrais upgrader un petit peu, aller chercher le TX 170. Donc, c'est pour ça que la granulométrie des sols en dessous, mais aussi par-dessus notre géotextile, va venir influencer. On continue que l'autre fonction, le renforcement, améliorer les sols à faible capacité portante. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'un séparateur, ce qu'on a vu à date, permet de préserver la fondation au niveau drainage, anti-contamination, mais on n'offre pas vraiment de capacité portante, de renfort réel quand on est en présence là, de sols un peu incompétents. Donc, on va établir une certaine gradation, une croissance des performances des produits qu'on utilise normalement pour faire le renforcement des fondations. J'ai sorti quatre solutions. On va les regarder. Et là, on passe d'une solution faible à majeure en fonction des contraintes au chantier. Je suis dans des conditions sévères, très sévères ou extrêmement sévères. Alors, première solution, on va utiliser un géotextile tissé. J'ai sorti quelques échantillons. Bon, tantôt, là, on est peut-être un peu loin, mais bon, le géotextile à fibre non tissé aiguilleté de l'ordre de 1 à 2-3 mm d'épaisseur. On a le TX 1600 qui est la même fonction, même composition, mais beaucoup plus épais, quasiment 6 mm d'épaisseur. On parlait tantôt pour l'empirement. Et puis là, on tombe dans le renforcement avec un géotextile tissé. Un tissé, c'est des bandelettes qui sont tissées dans les deux directions. Donc, plus fort que le non tissé au niveau mécanique, mais si je m'amuserais à regarder à travers, on voit très peu l'ouverture des pores. Fait que, oui, fort mécaniquement, mais au niveau perméabilité, on va être moins efficace qu'un non tissé. Fait que ça, c'est intéressant quand on utilise un tissé.
assurons-nous d'avoir une couronne de rue qui est appropriée pour qu'au moins que si l'eau a de la difficulté à pénétrer, qu'elle puisse ruisseler, sortir de la chaussée et se diriger vers les côtés. Deuxième solution, on va voir plus souvent que le tissé, c'est les géocomposites. On l'a dit tantôt, composé de deux produits. Fait que vous avez un tissé, mais qui est mélangé de la fibre, du non-tissé. On les appelle Routex 2 ou TXR. Encore là, on a souvent la question, c'est quoi la différence entre un Routex 2 et un TXR? Juste à retenir qu'un Routex 2, c'est un produit qui est certifié par le ministère des Transports, ce qu'ils appelaient dans le temps le type 2 pour le renforcement. Donc, le Routex 2 rencontre les specs du ministère. Le TXR, c'est un peu un équivalent, c'est un produit un peu plus maison de Soleno, légèrement plus fort, OK? Mais pour rencontrer les exigences du ministère, le Routex 2 est acceptable. Alors, combinaison d'un tissé et d'un non-tissé, on va renforcer les sols instables, évidemment. On va offrir une certaine transmissivité. C'est quoi ça? C'est la capacité d'évacuer l'eau dans son plan, donc horizontalement, à travers le géotextile de manière horizontale. C'est ça qu'on a le tissé, renforcement, et on a de la fibre pour évacuer les eaux vers le côté. Évidemment, vous comprenez que ça va aussi jouer un rôle de séparation d'anticontaminants. On va augmenter l'efficacité de la compaction. Essayer de compacter une première couche de 300 de sable sur un sol qui est déjà mou ou instable, c'est un peu comme travailler sur du jello. On n'a pas de capacité portante, donc c'est dur de compacter. On va se faire une plateforme solide et ensuite, on est en mesure de mieux compacter notre première couche de sous-fondation. Et tout ça, on va aussi permettre de diminuer l'épaisseur granulaire. Prenons un exemple d'un projet dans le nord, un peu loin des centres urbains, qu'on doit transporter des véhicules, de camions de sable. Ben, ça va coûter moins cher de transporter des rouleaux de géotextile pour essayer de diminuer aussi l'épaisseur de fondation rendue sur le chantier. Fait qu'il y a une belle économie au niveau des coûts pour le projet dans son ensemble. À gauche, une photo de ce que je viens de vous montrer, combinaison du tissé et du non-tissé. Un projet, une photo que j'ai prise l'an passé à Tetraminds. Ils n'avaient pas une infra extrêmement molle, mais bon, les concepteurs voulaient avoir une séparation, mais ils ont aussi voulu upgrader finalement la conception en allant chercher le côté renforcement du produit Routex 2 là, ou TXR. Au niveau de l'installation, un point important, ce que je voulais mentionner ici, c'est un géocomposite de renforcement, mais on va toujours l'utiliser à la ligne d'infrastructure. On ne va pas les mettre ça en deux couches granulaires, exemple, pas entre une fondation de sable et une fondation granulaire, donc toujours au niveau de la ligne d'infra lorsqu'on est en présence de sol instable, exemple, Kenyos Mills. On a fait un projet qu'on a fait il y a quelques années. Donc, vous voyez un peu l'état des lieux avant les travaux. Ce qu'on a fait, ils ont enlevé quand même une certaine épaisseur de l'instabilité sur le dessus. On a commencé avec justement le TXR, donc géo de renforcement directement à l'infra. Ils ont remblayé un empierrement 4 pouces à 8 pouces directement par-dessus. Et là, ce qu'on vient faire, l'autre fonction, on est venu mettre un non-tissé de séparation anticontaminant. Ben, c'est pas le but de ne pas contaminer, c'est le but de séparer la pierre 4 à 8 pouces avec un gravier MG20. J'apporte votre attention sur une méthode de faire que j'ai bien aimée, qui n'a pas rapport avec les géosynthétiques. Là. Vous voyez ici, c'est en milieu rural et ils ont bien nettoyé les fossés. Il faut sortir l'eau de la chaussée pour se donner un coup de main. Donc, quand la végétation est très haute, les fossés se drainent mal, juste porter attention à avoir un bon nettoyage des fossés de chaque côté de notre route. Troisième solution, là, je tombe dans les géogrilles de renforcement. J'ai une échantillon ici, BX2000. Il y a deux produits principalement, BX2000 et BX3000. Mécaniquement, les efforts de traction, de tension, tout ce qui est mécanique, on parle d'à peu près 40-45% plus fort le 3000 par rapport au 2000. Évidemment, côté anticontaminant, vous voyez que c'est peut-être moins efficace qu'un géotextile. Le principe, encore là, c'est de l'installer au niveau de la ligne d'infrastructure pour créer l'effet de raquette qu'on met sur la neige pour distribuer et répartir les charges sur une plus grande surface. Encore là, on va réussir souvent à diminuer l'épaisseur granulaire nécessaire. Fait que je reviens toujours à mon projet en région éloignée. Quand on compare, vérifier les coûts de livraison et de mise en place.
Ça va être un accès au chantier dans les conditions difficiles. Donc, au mois d'avril, à la fonte des neiges, à cet ainsi, au mois de novembre, lorsqu'il pleut beaucoup, que les entrepreneurs ont de la misère à rentrer la fameuse première couche, le premier 300 qui est difficile à mettre en place. Encore là, on se fait une bonne plateforme et là, on est capable de rentrer notre première couche. Et dès que la première couche est rentrée, bien souvent, on est capable par la suite là, de compléter notre structure. Tout ce que je viens de vous raconter là pour les géogrilles, c'est vrai dans le cas où est-ce qu'on le met au niveau de la ligne infra. La dernière phrase, c'est plus pour une deuxième application des géogrilles, non pas à l'infra, mais au niveau de la fondation même. Fait qu'on pourrait venir mettre une géogrille à un deuxième endroit dans la fondation de MG20, par exemple. Là, ce que ça va faire, c'est qu'on va diminuer les risques d'orniérage de roulière. Alors, quand un camion passe, la roue fait déplacer le gravier latéralement à chaque côté. C'est ce qu'on va essayer d'empêcher en venant imbriquer les granulaires là, à travers les mailles des géogrilles. Quelques exemples de projets. Ici, on est à Moronice, dans les Laurentides. Renforcement par géogrille au niveau de l'infra. Vous voyez un peu l'état des lieux. Vous voyez à droite le côté anticontaminant plus ou moins efficace, c'est bien sûr. Dans ce projet-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés par section. Donc, dans certains endroits, il y avait uniquement du renforcement par géogrille. Et dans l'autre section du projet, ce que je vous explique ici, c'est ma quatrième solution qui est un peu là, top des solutions au niveau renforcement, de faire une combinaison entre la géogrille de renforcement et un séparateur. On va proposer souvent des kits, par exemple BX2000 avec un TX90, donc l'entrée de gamme. Ou si c'est extrême comme condition ou plus sévère, là, on va proposer plus un BX3000, puis on va aussi upgrader un petit peu la force du géotextile non tissé. Alors, on va regrouper évidemment les deux fonctions. Géoséparateur installé en dessous pour éliminer les risques de contamination. Puis par-dessus, on va venir installer la géogrille pour le renforcement des sols. Des fois, on va essayer au niveau de l'installation de ne pas faire coïncider les joints. On va s'assurer que les joints sont un peu en alternance, là, ils ne sont pas vis-à-vis pour les deux produits. Donc, deuxième photo, encore là pour le même projet. Là, vous voyez évidemment l'anticontaminant et la géogrille de renforcement avant de commencer à remblayer notre fondation granulaire. Autre projet, pas vraiment en infrastructure urbaine, on se retrouve ici du côté de l'Abbé, dans une cour à bois qui était à refaire ou à améliorer du moins. Alors, on a livré les rouleaux géotextiles et géogrilles de manière séparée. On va commencer par installer, évidemment, l'anticontaminant avec son chevauchement. On complète dans une deuxième étape la géogrille pour le renfort et on complète au niveau du remblai granulaire. Le propriétaire de l'entreprise a fait un premier projet il y a quelques années, une première section, et un an ou deux par après, là, ils ont voulu compléter finalement ou extensionner la cour, donc ils ont utilisé un peu la même technique de renforcement. Véhicule extrêmement lourd, évidemment, on parle de transport et de manipulation en milieu forestier. Au niveau installation, quelques lignes directrices rapidement. Quand on parle de filtration, séparation, renforcement, les fonctions qu'on vient de voir, on va proposer en général un chevauchement de 300 mm. C'est assez 12 pouces. Par contre, lorsqu'on est dans une situation de géotextile de renforcement, c'est parce qu'à la base, on est dans un sol qui est mou, qui est instable. Dans ce cas-là, on va peut-être proposer d'augmenter un petit peu jusqu'à 18 pouces le chevauchement pour être sûr que les joints n'ouvrent pas. Si on a des très grandes surfaces, par exemple stationnement, puis qu'on doit augmenter de beaucoup le chevauchement, ça peut commencer à coûter cher un peu en termes de perte de matériel. Fait qu'on peut vous proposer de faire des coutures. Donc, on va, pour quelques cents le mètre carré, on va faire une couture en usine. Et à ce moment-là, on perd environ 1 pouce ou 2 là, sur le géotextile. Donc, oui, on paye pour une couture, mais c'est rentable par rapport à payer pour une perte de matériel à cause des chevauchements. Et évidemment, si on parle de renforcement par géogrille, il n'y aura pas de couture. On va vous proposer des attaches, les fameux tie wraps qu'on pourrait mettre, avec tout exemple, aux 5 mètres là, pour stabiliser notre géogrille. Après ça, au niveau du remblai, bon, respecter le sens des panneaux, ce que je veux dire par là, c'est de commencer peut-être, si on peut, là, à déposer le granulaire sur la lisière supérieure, donc la lisière du dessus,
et pousser le granulaire vers la lisière du dessous pour éviter que le granulaire là, puisse faire ouvrir ou risque de faire ouvrir les joints. Côté drainage, on veut évidemment évacuer les eaux. Donc, les produits qu'on vous propose dans ce cas ici, le but est de diminuer la teneur en eau dans la chaussée. Que ce soit l'eau qui arrive du pavage par infiltration ou l'eau qui remonte de l'infra par capillarité, on veut diminuer les risques de déformation dans une chaussée. Et c'est quoi qui cause les risques? Souvent, 3 éléments. Et si on peut éliminer un des 3 éléments, ben, on risque d'augmenter nos chances d'accroître la durée de vie de nos routes. Les 3 éléments, ben, du sol GDF, si on est sa Côte-Nord, ça va bien. Si on est en Abitibi, les gens de Rouyn-Noranda, s'il y en a sur la ligne, vous me comprenez, c'est difficile avec l'argile présente là-bas. Le froid, ça commence. On est au Québec, on s'en sort pas. Le seul élément où est-ce qu'on peut intervenir, c'est sur l'eau. Fait que si je peux éliminer un des 3 éléments, ben, on a des chances d'augmenter la qualité. Alors, on va essayer de jouer sur l'eau, effectivement, dans notre cas. On va proposer donc un géocomposite. On l'a dit au début, matériaux composés d'au moins 2 produits. Ce qu'on va avoir, c'est un arbre drainante. Quand je parle d'arbre drainante, c'est un corps qui est très drainant, donc un géotextile de couleur grise ici, qui est assez épais, un 5, 6, 7 mm d'épaisseur, puis qui est protégé en 2 filtres de couleur noire de chaque côté. C'est ce qu'on appelle un écran de rive. On va le présenter tantôt au niveau d'une rue municipale. Excellente transmissivité, je reviens sur ce beau mot-là pour dire que mis à l'horizontale, mon eau peut facilement couler de part et d'autre. Le but, c'est vraiment de sortir l'eau de ma structure de chaussée. 2 produits pour ça. On peut le mettre à l'horizontale avec le Drainatex. Donc, on va évacuer l'eau, évidemment, chaque côté, toujours au niveau de l'infrastructure. Puis le Draincotex qui est mis à la verticale. Donc, acheminer l'eau vers le drain. On va le voir tantôt, lorsqu'on construit une chaussée municipale, souvent on va avoir un drain au niveau de l'infra, légèrement sous l'infra. L'eau, il faut qu'elle se rende, rejoindre le drain. Donc, on va lui donner un coup de main en essayant d'acheminer l'eau le plus vite possible vers le drain à l'infrastructure. On va intercepter l'eau provenant des terrains privés, oui, mais on peut aussi, l'eau qui est dans la chaussée, la faire descendre vers le bas pour libérer finalement l'eau dans notre chaussée. C'est ce qu'on appelle l'écran de rive lorsqu'il est posé à la verticale. Je vous montre comment il est fait, le fameux drain Cotex. Celui qu'on met à l'horizontale, c'est un rouleau standard de 3,4 mètres de large qu'on déroule dans le sens de la rue, ça va bien. Le drain Cotex, il est plus petit, il est plus court, dépendamment de la hauteur de la fondation. Je vais vous montrer sur les photos que j'ai prises. On va mettre à la verticale pour protéger le plus possible l'entièreté de la structure de chaussée. C'est pour ça qu'on l'offre en 3 hauteurs différentes de 0,85, 1 mètre ou 1,2 mètre de haut. La particularité, c'est qu'il va venir avec une gaine. Donc, une gaine qui est cousue, qui est collée sur le reste du panneau drainant. Dans cette gaine-là, j'ai une corde. Ce qu'on fait, c'est à 30 mètres de long. Donc, on prend un tuyau drainant de 30 mètres, on attache le tuyau à la corde, on va au bout, on tire sa corde, donc on vient enfiler le tuyau dans la gaine. On fait tout ça en dehors de la tranchée. On ramène ça dans la tranchée, on le maintient en place avec des clous, des piquettes de bois. On va l'installer ici, à la verticale, entre le terrain privé et la structure de chaussée pour couper l'eau qui arrive du terrain privé vers la chaussée et on achemine l'eau du haut vers le bas jusqu'au drain de fondation. Si on avait eu un Drainatex, on l'aurait installé ici, évidemment, au niveau de la ligne d'infrastructure. Quelques photos pour vous montrer un projet à Tetra Mines à l'été 2022. Alors, on a la surexcavation, évidemment, sous la ligne d'infra, où est-ce qu'on aurait normalement un simple drain. C'est la même chose. On a notre drain dans la gaine, mais avec le produit qui est à côté sur la paroi. Et là, on vient l'accoter finalement avec la première couche de sable de sous-fondation. Encore là, de 30 mètres en 30 mètres, on va y appliquer un chevauchement de l'ordre de 300 mm. C'est un produit qui est testé en usine sous compression. Donc, les gens vont dire, ouais, mais là, Martin, tu viens de l'écraser, il va être moins efficace. En laboratoire, on vient justement l'écraser sous presse pour faire nos tests de transmissivité. Fait que oui, même s'il est compressé, il garde son efficacité là, de transmissivité.
Fonction protection. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on va protéger quelque chose avec un géotextile de protection. Que ce soit quelques exemples des bassins étanches, les sites d'enfouissement, les neiges usées, étangs aérés, aménagement, tout ce qui demande je reviens à ma notion de base au début qu'on a commencé pour distinguer. On parle de protection d'une géomembrane étanche qui ne doit pas être perforée parce qu'elle ne doit pas, elle est imperméable, évidemment. On va souvent installer le géotextile de chaque côté de la géomembrane. On va faire une protection contre le poinçonnement, c'est ce qu'on veut faire. Puis des fois, on peut remplacer un coussin de sable. Donc, au lieu de mettre un coussin de sable, mettre la membrane et un coussin de sable qui sert à protéger la membrane, c'est beaucoup trop épais, évidemment. On remplace les coussins de sable par un géotextile de l'ordre de quoi? 3, 4, 5 mm d'épaisseur. Donc ici, ce n'est pas des forces mécaniques en tant que telles qu'on vient chercher, c'est du grammage. Donc un nombre de grammes par mètre carré, c'est une épaisseur qu'on va vouloir avoir pour la fonction de protection. Encore là, quel type de granulats que je mets par-dessus? Je mets du sable ou je mets de la pierre très angulaire. On va pouvoir jouer avec l'épaisseur du géotextile. Quelques applications dans un bassin étanche qu'on vient protéger par la suite, autant les côtés que le fond du bassin. Vous comprenez qu'en dessous également, il y a un géotextile. Petit retour, petite notion, au niveau on fait beaucoup de bassins de rétention, évidemment, chez nous, des chambres de rétention. En général, les bassins, c'est pour faire de l'infiltration. Dans certains cas, les gens veulent faire carrément de la rétention. Encore là, on va installer le géomembrane sous les chambres. On a un géotextile en dessous. On va installer un géo par-dessus et la pierre nette et l'installation des chambres par après. Toujours dans la protection. Là, je ne viens pas protéger les géomembranes, je viens protéger des structures verticales en béton sur nos chantiers, que ce soit des puisards, des regards. On va travailler avec le TXMP. TXMP, encore là, géocomposite, deux produits, un côté fibreux, un côté PVC. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'empêcher le soulèvement des sections supérieures du regard par l'effet du gel-dégel, finalement. C'est ce qu'on va vouloir faire pour découpler, finalement, là, le lien entre le béton du regard et le sol environnant. Bon, on va mettre en place, on va chevaucher, on va mettre des cordes, pas des tie wraps, des dabroches ou des collants, des rubans adhésifs pour le maintenir en place, tout simplement. Donc, produit assez répandu là, sur nos chantiers qu'on appelle le TXMP. Un petit tour du côté des normes gouvernementales maintenant. Depuis quelques années, les produits sont souvent certifiés par le BNQ. Alors, ça, c'est en date, la dernière version à jour, 2018. Et pourquoi je parle des deux, BNQ à gauche et MTQ à droite? Si vous êtes familier, vous allez reconnaître ce tableau-là qui vient du BNQ, pas du BNQ, du CCDG, qui est du tome 7 du ministère des Transports. Avant, le ministère parlait de type de produits en géotextile, type 2, type 3, type 5. Vite de même, type 2, c'est pour le renforcement, type 4 au niveau des tranchées drainantes, type 5 lorsqu'on parlait d'empierrement. Depuis quelques années, j'ai fait exprès, j'ai gardé la date de 2020. Avant, c'était ça. Juste pour vous mentionner, maintenant, depuis 21-22, je pense, ils ont enlevé la notion de type. Donc, si vous allez dans les dernières versions du ministère, vous ne retrouverez plus les notions de type du ministère ici. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé les fonctions des géotextiles avec des grades de BNQ. Quand vous voyez R pour renforcement, S, séparation, filtration, P pour protection, 1, 2, 3, donc 2 étant plus fort que le 1. Fait qu'on ne peut plus se fier au type du ministère, on doit se fier au grade attribué au produit. Tantôt, je vais vous montrer les différents outils qu'on retrouve ça. Là. On a fait des tableaux pour comparer justement les grades avec les produits qu'on vous propose. Les produits de spécialité, on va pas compléter, mais on va avancer avec les produits qu'on voit un peu plus rarement, mais je vais quand même vous les montrer. Ça sort un petit peu des notions de base en génie routier, en génie municipal. On parle de protection environnementale. Alors, les fameuses barrières à sédiments qu'on va installer le long des chantiers
pour protéger les cours d'eau, les lacs ou les simples petits ruisseaux. Il y a deux types. Il va y avoir des barrières qui sont faites des géotextiles non tissés. Ça correspond beaucoup aux exigences du ministère des Transports. Par contre, pour tout autre projet qui n'est pas relié au MTQ, on a les barrières avec les géotextiles tissés, un peu ce que j'ai montré au début, le long du chantier pour ne pas aller contaminer par sédiment le ruisseau qui est juste de l'autre côté de la barrière. Si on est sur le côté, sur le bord d'un lac, qu'on travaille en bordure d'un lac, on peut aussi avoir accès à des produits qu'on appelle les rideaux de turbidité. Vous comprenez que c'est un panneau qu'on va faire de la profondeur que vous avez besoin par la longueur nécessaire, évidemment, faire une espèce de demi-lune en bordure de l'eau pour essayer de pas seulement empêcher toute la sédimentation, mais du moins contrôler l'endroit où est-ce que les sédiments vont se déposer. Alors, dans le haut, je vais avoir une gaine avec un flotteur et dans le bas, encore là, j'ai une gaine, mais avec une chaîne pour venir lester le géotextile là, vers le bas. On vient l'attacher avec des blocs à des arbres, peu importe, là, pour essayer de maintenir ça en place. Au niveau contrôle, pour la végétalisation, pour nos remblais, pour nos talus, on va souvent semencer hydrauliquement nos talus. Par contre, le temps que la racine, que le système racinaire se développe, il faut penser à protéger. Donc, on va protéger de quoi? Du fameux rain splash, là, donc l'effet de la goutte d'eau qui tombe sur mon talus et qui vient lessiver mon ensemencement. Alors, on va parler de tapis pour le contrôle d'érosion. Fait que je vais ensemencer mon talus, je vais dérouler le panneau du haut vers le bas, chevauchement d'environ 6 pouces. On va fournir des agrafes en U. On va proposer de faire des clés d'ancrage également dans le haut du talus. Donc, une clé d'ancrage, c'est de l'ordre de 6 à 12 pouces, une tranchée. On vient rabattre le produit dans la tranchée et on remblaye juste pour être sûr qu'on vient bien bloquer le produit. Il y a différents produits. Il y a des produits de contrôle en fibre de paille, il y a de la fibre de bois, il y a de la fibre de noix de coco. C'est tous des produits qui sont biodégradables et qui ont différentes épaisseurs aussi par rapport à la longévité qu'on va vouloir aller chercher. Ici, ce qu'on voit, c'est des matelas qui sont faits de fibres de noix de coco. Quelques exemples de chantier, donc le avant et le après, au niveau de sentiers dans un parc provincial. Ce tableau-là est intéressant. Je pourrais vous le faire parvenir aussi là, avec les envois. C'est pour vous aider à faire un choix au niveau des tapis, donc les différents produits. Les deux points importants, je dirais, seraient quelle longévité qu'on va aller chercher. Donc, il faut savoir que ces produits-là sont biodégradables. Pendant combien de temps que je veux qu'ils restent en place pour permettre à mon système racinaire de se développer. Puis, on va beaucoup se fier à la pente. Donc, c'est des pentes abruptes ou très abruptes. Donc, c'est un petit peu des guides qui vont nous aider là, à faire un choix pour les différents produits. On va parler de protection aussi avec les cellules de confinement. Ce que je viens de vous montrer pour le contrôle d'érosion, c'est en surface. Le but, c'est uniquement de permettre au système racinaire de l'ensemencement de se développer. C'est lui qui va faire le contrôle d'érosion sur le long terme. Ici, je viens un peu plus en profondeur. Je ne vais pas justement juste protéger l'ensemencement, je viens protéger la dernière couche. Donc, c'est des cellules, une espèce d'alvéole qu'on va mettre du haut vers le bas et on va remblayer notre dernière couche, exemple de terre végétale. Donc, il peut y avoir 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces d'épaisseur. Et le but, c'est de confiner la terre dans la pente. Oui, elle va se déplacer, mais elle va rester à l'intérieur de chacune des cellules au lieu que ça glisse jusqu'en bas. Ce serait dans les endroits où est-ce que la pente est assez abrupte qu'on vient de dépasser l'angle de repos du sable ou de la terre qu'on veut mettre en surface. On vient confiner et par après, on va venir ensemencer. Au niveau des certifications, ce que je voulais vous présenter ici, c'est un tableau qu'on a fait pour différents produits et différentes certifications qu'on rencontre. Donc, évidemment, l'usine est certifiée ISO. Mais c'est drôle, de drôle de hasard, les gens du BNQ sont justement présentement, là, hier, aujourd'hui, à l'usine, là, à Laval, pour les certifications du BNQ. Il va y avoir d'autres certifications qu'on va rencontrer, comme tout ce qui est Manitoba, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick.
plusieurs produits sont certifiés. La dernière en bas, en période de test, c'est la certification au niveau des États-Unis. Et une qui est intéressante, la quatrième, là, le Green Guard Gold, c'est une attestation qui permet de certifier que notre produit ne va pas émettre de produits là, chimiques là, dans l'environnement. Je voulais compléter avec nos outils disponibles sur notre site Internet. On va passer à travers, on va prendre le temps de vous les montrer. C'est quand même intéressant de savoir que c'est disponible. Au niveau de la brochure, ce qu'on a fait ici, c'est que on a fait une petite brochure avec table des matières, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des produits qu'on pourrait retrouver en génie civil ou en terrassement. Alors, je ne sais pas si vous faites des travaux routiers, exemple, aire de stationnement commercial, ben, on vous dirige à la page 16. À la page 16, toutes les divisions sont faites un peu le même principe. C'est qu'on va vous parler de l'application. Qu'est-ce qu'on recherche comme fonction reliée, exemple, à un stationnement? On veut de la séparation. On va vous donner les choix. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous présenter dans le webinaire, mais un peu résumé dans la brochure. Ben, voici 2 choix que vous pourriez avoir pour la séparation. Puis, si vous voulez faire du renforcement, ben, voici les choix. C'est quoi les contraintes, sévères, peu sévères. Un bon guide pour l'ensemble des produits là, qu'on va voir là, en génie civil. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on aurait? On va avoir aussi, ça, je suis pas capable de le fermer ici. Tu peux juste fermer la fenêtre, Martin? Ouais, je vais juste me tasser un petit peu. Ça cachait la fenêtre, justement. Voilà. Au niveau du guide de sélection, ce qu'on a fait ici, c'est un peu la brochure, mais résumé. Alors, tous les secteurs d'application, génie routier, les travaux de construction, le terrassement, travaux hydrauliques, on parlait des berges tantôt, les applications possibles, puis on a tout mis les fonctions de séparation, de renforcement, de drainage, contrôle d'érosion, puis évidemment, pour chacune, on a répété des produits différents, donc sans nécessairement aller lire chacun des définitions, vous avez un résumé des applications. Le guide de synthèse, lui, est intéressant. Au début, on parlait des fiches techniques. Des fois, bon, vous avez 2 ou 3 fiches techniques à comparer, vous devez bon, les imprimer, comparer, peu importe. Là, on a tout mis ensemble sur le même tableau. Alors, si vous avez à comparer du TX 80 du TX 400, bien voici, tous les efforts mécaniques sont ici, les propriétés hydrauliques, les ouvertures de port, tout est là. Donc, c'est facile de comparer une à l'autre. On les a divisés, la série TX pour les non-tissés, les tissés ici, et sur la deuxième page, on a les produits certifiés par le BNQ. Ce qu'on parlait initialement, les fameux anciens Routex, les produits du ministère Routex 2, 4 et 5. Là, maintenant, on parle de produits certifiés au BNQ par le grade. Alors, si vous reprenez le tableau du ministère pour faire de la protection, bon, on va dire P2, P3, protection de grade 2, de grade 3, voici les produits Soleno qu'on vous propose. Ensuite de ça, on aurait aussi le tableau des normes du BNQ-MTQ. C'est un peu ce qu'on vient de proposer. On a gardé dans le tableau justement les anciens types du ministère pour que vous puissiez vous reconnaître pour les gens qui sont habitués de travailler avec ça, le grade du BNQ, la fonction et le produit Soleno. Dans le même tableau, vous voyez vraiment tout quel produit je vais utiliser pour rencontrer, respecter les grades du BNQ. Puis le MTQ, finalement, ce qu'il dit, il dit, ben, regarde, ton produit doit rencontrer, exemple, le grade R1 du BNQ. C'est le même que ça fonctionne pas mal là, pour l'instant. Ensuite de ça, la dernière chose que je voulais vous montrer, on a préparé un petit guide d'installation. Donc, si j'ouvre ça, vous allez retrouver les différents critères à respecter, que ce soit au niveau de la préparation du site. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer à installer nos géotextiles, les choses à vérifier à la réception, les principales étapes pour l'installation, et les principales étapes également pour la mise en place. Donc, un petit feuillet de quelques pages là, qu'on peut garder là, au chantier. Puis, ici, une brochure qu'on a montée, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup de gens en génie municipal, génie routier en ligne présentement, mais on a fait un document pour les gens en foresterie. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on explique évidemment que la foresterie, c'est un endroit qui est difficile pour les structures, que ce soit les chemins d'accès,
pour les cours à bois ou les zones de manipulation, d'entretien et de transbordement, des sections souvent capacité portante faible à cause de la présence des copeaux, c'est bien sûr. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué évidemment l'application, la problématique et les choix de produits. Fait que vous retrouvez là-dedans, évidemment, tout ce qu'on vient de parler depuis une heure, là, mais de manière appliquée plus pour la foresterie. Donc, les avantages et les bénéfices des différents produits et les propositions, exemple le TXR pour le non-tissé renforcé, puis des combos qu'on peut vous offrir. BX2000 avec un géotextile d'entrée de gamme. Puis, si on vient upgrader un petit peu la force, des conditions un peu plus sévères, ben là, on va grimper au BX3000 avec un géo un peu plus fort mécaniquement, le TX 170, avec quelques exemples de réalisation, puis les bonnes pratiques pour l'installation des produits. Alors, ça complète pas mal la présentation que je vais vous faire, plus les outils qu'on va vous remettre, comme Benjamin mentionnait. On aurait peut-être un peu de quelques minutes, je pense bien, Benjamin, pour, si au pire, des questions, on aurait quelques... Ouais, on peut On peut regarder. quelques questions. En fait, un petit rappel, là, si vous voulez poser vos questions, vous êtes les bienvenus. En fait, vous pouvez utiliser l'option là, qui s'appelle Q&A au bas de votre écran là, pour poser vos questions. Fait que j'ai quelques questions pour toi, Martin. La première, est-ce qu'on peut utiliser le BX2000, c'est-à-dire le géogris de renforcement, derrière un mur de renforcement? Derrière un Mur de renforcement. Ben sûrement qu'ici, on parle de renforcement, j'imagine, derrière les murs, là. Ce que j'ai présenté tantôt, là, juste pour reprendre l'échantillon, là, BX2000 ou BX3000, c'est les mêmes fonctions. BX, c'est quoi? C'est biaxial. Ça veut dire quoi? Ça travaille dans les deux directions, quasiment aussi fort d'un sens ou de l'autre. Vous voyez que l'ouverture est à peu près carrée, là. Quand on fait des ouvrages de retenue, par de mur de soutènement, ça peut être aussi bon pour des remblais renforcés ou des talus renforcés très hauts qu'il faut venir armer. On vient mettre du renforcement sur mon mur et mon talus comme c'est ici. Je viens faire des strates de renforcement par géogrille. Et là, on ne parle pas de géogrille biaxiale. C'est plus ce que vous parlez, c'est des grilles uniaxiales. Uniaxiale, ça dit, elle travaille dans une seule direction. Donc, elle est extrêmement forte dans le sens perpendiculaire à mon mur, mais dans l'autre sens, elle est pas forte. Je n'ai pas besoin de résistance mécanique dans ce sens-là. C'est vraiment pour venir contrer mon plan de rupture, empêcher mon mur de partir quand on va aller chercher. C'est pas le même type de produit que ça. Par contre, votre information, on a accès à ce type de produit-là. C'est disponible. Ce qu'on peut faire, on peut vous fournir la fiche technique et là, votre géotechnicien peut faire la conception du mur, du remblai armé renforcé avec les forces de la géogrille. Bien que mentionné, par contre, on ne fait pas, nous, le design, la conception des murs de soutènement comme ça, mais on peut fournir des produits puis fournir les forces mécaniques des produits. Il y a une gamme assez complète dans le uniaxial, là, de faible, moyen à majeur. Là. Fait que vous pouvez concevoir votre mur là, avec les fiches techniques qu'on va vous fournir. Donc, on a demandé aussi quelles étaient les pentes maximales pour les tapis d'érosion. Je pense qu'on les a montrés tantôt. Oui, dans les pentes, là, on peut voir ici, c'est le petit tableau. Benjamin n'avait pas parlé, mais je pense qu'on va rajouter ce tableau-là aussi au kit qu'on va envoyer aux gens. Dans les pentes appropriées, on le voit un petit peu ici dans un dans un peut-être, là, avec des longévités assez bonnes aussi. On parle de fibres de noix de coco. Puis on voit le nombre de grammes par mètre carré. Et ça, on va vous l'envoyer. Ouais. On nous demande quels sont les contrôles qualitatifs à faire sur les géotextiles au chantier. En chantier, il n'y a pas vraiment le contrôle qualité, il est fait en usine. Tantôt, je vais montrer un petit peu là, la nouvelle ligne de production qui est high-tech là, à toutes les étapes de fabrication. Tout va être vérifié à l'usine. L'épaisseur, le gramme par mètre carré, tout est en contrôle, sont capables d'ajuster au fur et à mesure. Oh, il manque de grammage, on ajuste en continu. Donc, le contrôle de qualité se fait en continu sur la ligne de fabrication à toutes les étapes de la production. Donc, au niveau contrôle de qualité en chantier, quand ça arrive, tantôt je parlais de mon guide d'installation, on parlait à quoi faire à l'arrivée. On veut vérifier si c'est des bons étiquettes. Donc, être sûr que ce que vous avez commandé, c'est vraiment les bons étiquettes qui sont sur les produits. Le nombre de rouleaux disponibles également, ça correspond aux surfaces du chantier.
Fait que c'est pas mal les tests, là, ben pas les tests, là, mais c'est vraiment fait à l'usine pour le contrôle qualitatif. Super. J'ai peut-être une petite dernière question, là. On me demande est-ce qu'on utilise la matière recyclée pour la fabrication de nos produits? Ça vient peut-être du fait qu'on va tantôt me présenter une première slide en disant que nos conduites PhD on utilise le recyclé. Pour le géotextile, c'est différent un petit peu. Non. Pour les produits qu'on utilise en géotechnique, donc en génie civil, il n'y a pas de produits de matière recyclée. Par contre, ce qui est intéressant au niveau environnemental, c'est que la fabrication, c'est une fabrication à sec, donc il n'y a pas d'utilisation d'eau pour la fabrication. Il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques non plus à l'utilisation. Aussi, à l'usine, ils vont tout récupérer. C'est-à-dire que quand on roule un rouleau, pour avoir les extrémités coupées bien droit, on vient trimer, qu'on appelle, donc couper le rouleau, ça fait des retailles. Il n'y a aucun déchet qui est fait. Toutes les retailles sont réutilisées, retransmet ça au début de la chaîne, puis on vient les remettre dans la production. À ce moment-là, la fibre, les retailles sont réutilisées, donc il n'y a pas de déchet qui est créé. Puis, pendant qu'on parle d'environnement, Benjamin, peut-être rien que revenir sur ma slide des certifications. Je t'ai parlé un petit peu tantôt, le Green Guard Gold, là, c'est une attestation qu'on est allé chercher pour démontrer qu'on rencontre toutes les normes du fait qu'on ne émet aucun émission, peu importe, aux produits chimiques là, dans l'environnement. Est-ce que ça répond, j'espère que ça Oui, répond super. à la question. Super. Ben, en fait, j'aimerais remercier tout le monde qui a été présent. Merci à toi également, Martin. Puis quelques petits rappels. En fait, on va tous vous envoyer une reprise du webinaire, les outils qui ont été présentés, des liens pour accéder, connecter avec Martin directement. Puis, gênez-vous pas pour vos futures questions et pour vos projets, en fait, de contacter notre équipe qui est là pour ça. Donc, avais-tu un petit mot de la fin? Ben, merci tout le monde. J'espère qu'il y avait du monde un peu partout dans toutes les régions du Québec qui étaient présents. Je n'y pas, comme je vous disais tantôt. Chez Soleno, vous avez un représentant technique attitré à votre région. Que ce soit, on en a 3 dans la région de Montréal, au centre, Laval-Montréal, un sur la rive sud, sur la rive nord, puis on est 2 dans l'est du Québec. Fait qu'appelez votre représentant technique, puis posez-lui des questions. Puis moi, je suis là un peu aussi au niveau des géos pour donner un coup de main là, à mes collègues là, dans le domaine. Fait qu'on, je n'hésite pas à envoyer vos questions. On va Ouais. essayer de vous aider. Un grand merci à tous. Bonne journée. Ça marche, merci.